Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 10 juin, une édition gourmande aujourd'hui. Et oui, puisqu'en actu, vous aurez le choix entre les Malakoff, le lard de Beugnin ou le vin. Tout ça lors du 12 juin, lors de la balade gourmande au fil du goût. On en parle en plateau. En sport, Alexandre Caporal navigue dans l'Atlantique avec le navigateur Nils Palmieri. Discussion en plateau. Enfin, en culture, le Château de Nion et l'association Film Plan Fixe présentent le film Gabriel Ethno-Damon, une vie d'engagement avant le 12 et 13 juin au Château de Nion. La balade gourmande au fil du goût passera par Vinzelles, Bursin et Loing le samedi 12 juin. Lors de cette première édition proposée en partenariat entre Nyon Région Tourisme, Vaux Suisse et le caveau des vignerons de Loing-Vinzelles, les participants pourront déguster les vins de la région, mais aussi plusieurs mets. On se fait plaisir sur le plateau, vous l'aurez compris. Didier Miéville, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Nyon Région Tourisme. Vous êtes aujourd'hui accompagné de Vincent Chapuis, vice-président du caveau des vignerons de Loing-Vinzelles. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette balade gourmande, on va forcément avoir envie de manger, mais en quelques mots, comment est née l'idée de mettre sur pied cette première édition ? Alors c'est vraiment de mettre en valeur une balade œnotouristique qui est-elle permanente, qui se déroule exactement sur les villages que vous avez mentionnés, sur une boucle de 5 à 6 km assez facile. Il y en a même une deuxième boucle juste à côté qui va jusqu'à Beugnin, mais c'est bien la boucle Luin-Vinzelles-Bursin qui est utilisée samedi. Et c'est pour mettre en valeur cette boucle et mettre en valeur les vignerons qui habitent, qui produisent leur vin tout au long de cette boucle, et aussi les produits du terroir de la région, comme le lard de Beugnin par exemple. Et puis, c'est pour convier les gens à dire, voilà, cette balade, elle existe, cette balade, elle peut être faite durant toute l'année. Cette balade est même accompagnée d'un quiz, un petit jeu, des questions assez difficile quelquefois sur le no-tourisme, sur la région, qui permet de se challenger un petit peu. Ce quiz est disponible sur l'application Vos Guides, entre parenthèses. Mais là, c'est vraiment l'occasion de faire venir les gens, de dire voilà, il fait beau, on connaît tous la situation, ça s'améliore, on peut sortir, on peut se voir, on profite, on va faire cette petite balade et on va déguster les vins de la région et les produits du terroir de la région. Didier Miéville, je vais vous taquiner un petit peu, mais on pourrait se dire que Nyon Région Tourisme, c'est pas foulé parce que c'est des balades qui existent déjà. Donc c'est quoi la différence ? Disons que c'est bien de mettre en valeur ce qui existe déjà. On a quantité de belles choses dans notre région qui gagnent encore à être connues, c'est la réalité des fêtes. Donc franchement, on est plutôt à mettre en valeur ce qui est bien, et là c'est une belle balade. Le caveau des vignerons avait fait déjà il y a 2-3 ans un fantastique travail pour mettre sur pied cette balade. Donc plutôt que de le faire ailleurs, franchement, je pense que c'est bien de mettre en valeur ce qu'on a déjà. Ouais, Vincent Chapuis, je vous pose la question. Aux vignerons, qu'est-ce que ça rapporte, ce genre de manifestation et d'organisation ? C'est intéressant d'attirer du monde, en fait, des passants de notre région, et puis d'avoir un contact. En fait, le vin, c'est quand même un produit de plaisir. Donc il ne faut pas uniquement déguster un vin, mais par contre, d'avoir un contact, de pouvoir discuter avec le vigneron, c'est toujours très intéressant. Et de par ces balades, ça nous permet en fait de montrer aux marcheurs la beauté de notre région et puis de les accueillir un peu chez nous, dans nos caves, et puis de partager un moment avec eux. Et je vous embête, mais on voit que c'est un réel succès, parce que 150 réservations ont déjà été faites, donc pour prouver que dans la région, on en a envie et toujours plus. Mais ces vignerons-là, comment est-ce qu'ils ont été choisis ? Qui peut nous en dire un mot ? Alors, je pense que c'est moi qui pourrais en parler. En fait, comme a dit Didier tout à l'heure, le caveau des vignerons a organisé 2 balades différentes, donc balades œnotouristique. Et puis l'idée des balades au fil du goût, c'est une année faire sur la boucle qui va jusqu'à Bursin, et l'année prochaine de faire sur la boucle qui va jusqu'à Beugnin, qui fait Loing-Beugnin. Et on a choisi en fait les vignerons qui sont sur le parcours. Donc là, on aura plutôt des vignerons de Loing, de Vinzelles et de Bursin. Et l'année prochaine, si on peut reconduire, on va partir de l'autre côté sur la région de Beugnin. On fera des vignerons de Loing et de Beugnin. Ouais, on sait que parfois les vignerons même souvent se plaignent que les vins de la région ne sont pas assez mis en avant, pas assez vendus. Est-ce que ça, c'est une carte de visite ? Oui, alors c'est une très belle carte de visite. On parle beaucoup des vins du Lavaux, mais on a vraiment des très très bons produits. D'ailleurs, dans les derniers concours de dégustation l'année passée, des vins de Loing, Vinzelles, les régions ont été très très bien, bien notés, ont eu des très bonnes places.
Et puis, je trouve que notre région n'a rien à envier du Lavaux. On a vraiment une vue magnifique sur le lac, sur les montagnes avoisinantes. Et puis, on a des très très beaux domaines aussi qu'on peut faire découvrir. On découvrira aussi, on aura un petit côté un peu plus gastronomique, puisque ce n'est pas seulement le vin. Didier Miéville, pour connaître un petit peu vos goûts de manière personnelle, qu'est-ce que vous vous réjouissez de goûter? Mais tout, bon alors, moi je suis très chocolat, je dois l'avouer. Alors ça c'est le dessert, hein, c'est le dernier stop, il faudra patienter jusque-là. Mais non, mais ça me fait super plaisir. Comme j'ai dit, le lard de Beugnin, c'est tellement bon, c'est super de le faire déguster. Les Malakoff de Vinzel aussi, c'est un plat signature de la région, donc ça fera plaisir peut-être de partager avec des gens qui malgré tout n'ont pas encore goûté des Malakoff, qui viennent peut-être d'un peu plus loin. Donc voilà, c'est une super opportunité. Après on est sur du fromage de chèvre aussi, de Gimel. Hein, c'est juste à côté de chez nous, donc il y a vraiment de quoi faire, même si ma préférence ira malgré tout pour les chocolats. Le chocolat qui se marie évidemment très très bien avec le vin, mais Vincent Chapuis, pour revenir à cette remarque que Didier Miéville faisait, il disait voilà, aujourd'hui il y a encore des gens qui n'ont pas goûté le Malakoff, bon rien de grave, mais quand même c'est surprenant. Comment est-ce qu'on peut se dire que dans la région il y a des gens qui n'ont pas encore goûté nos produits, notre terroir à nous? Est-ce qu'il y a un effort peut-être de communication, quelque chose de mieux à faire? Alors je pense que le but aussi de ces balades est d'attirer des gens qui ne sont pas forcément de la région. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des gens qui viennent peut-être plutôt de la région genevoise ou plus loin du côté de Lausanne, qui puissent déguster ces produits-là. Et je pense que dans la région, c'est clair qu'il y a les Malakoff de loin, les Malakoff de Vinzel, tout le monde va dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, mais là, on est sur Vinzel et puis on pourra se faire notre avis sur la qualité du produit qui est irréprochable à mon avis. Ouais, non, c'est vrai que je rigole et ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai que c'est sérieux. Hein. Il y a des cours de vo-œnotourisme qui ont été faits. Donc là aussi, ça se travaille. C'est toute une communication qui peut permettre aussi aux vignerons de se mettre en avant. C'est aussi une façon de créer du réseau. Exactement. Ça permet d'avoir un réseautage entre les producteurs, entre les restaurateurs aussi, avec le tourisme. Je crois que New Région Tourisme a aussi fait le cours de vo-œnotourisme. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde de pouvoir partager un petit peu nos produits, de discuter un petit peu de nos expériences et puis de pouvoir compter sur un vigneron pour un restaurateur ou vice-versa et puis de travailler ensemble. C'est vraiment un réseautage, le lien qui est très important pour mettre en avant notre région. Et vous me disiez en arrivant qu'en plus on a de la chance, les vignerons de chez nous sont sympas. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à nous raconter de certaines balades qui ont eu lieu dans les caveaux? Alors pour le moment pas trop, parce qu'en général les gens qui font la balade, les caves sont fermées. Donc ils peuvent le faire n'importe quand, donc il n'y a pas forcément un vigneron qui va les accueillir chez eux. Par contre là, c'était justement le but d'intégrer les vignerons à la dégustation à la balade. Bon, vous êtes sage, on l'aura compris. Ce qui se passe au caveau reste au caveau, c'est plutôt comme ça, Vincent Chapuis. Une question pour terminer cette interview avec vous, Didier Miéville. Forcément, New Région Tourisme, l'été qui arrive. Comment est-ce que vous vous y préparez? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cet été? Alors on prépare surtout les courts séjours. On pense qu'on est une magnifique région, mais plutôt pour de courts séjours, pour simplement faire une nuit d'hôtel ou 2 ou 3 et puis d'aller déguster chez les vignerons, ou peut-être d'une entreprise un peu plus culturelle. On a des châteaux et musées quand même de manière assez marquée dans la région, à Coppet, à Nyon. Et à Prangin qui a gagné le prix Wacker du patrimoine suisse cette année. Et puis ça, on espère que ça va quand même nous apporter un bon nombre de touristes, en particulier de touristes suisses-allemands. Et donc, c'est ces thématiques-là qu'on travaille. On a créé les packages et on a une campagne de communication qui commence en fait dès le 15 juin pour être vraiment dans l'actu. On est sur des courts séjours, on est sur des décisions un peu plus rapides, donc on est sur un bon timing. Et puis, est-ce qu'on peut espérer que cette année les Suisses restent à la maison? Oui, franchement on l'espère encore. On voit bien que ça s'ouvre et puis ma foi, les gens feront leur choix. Mais je pense que quantité, on peut découvrir la Suisse. Déjà l'année passée, et notre région aussi, et j'espère qu'ils en ont parlé autour d'eux pour dire que voilà, c'est une région qui vaut la peine d'être visitée. Je pense que la Suisse reste une destination quand même sûre par les temps qui courent, quand même plus facile de voyager en Suisse. Et puis, donc vous restez en Suisse cette année, cet été? Oui, cette année on est sur la Suisse. Mais voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'espère qu'on ne perdra pas le fil du goût, en tout cas pour samedi. Mais clairement, on est sur une campagne estivale et puis on a des thématiques
Et on espère encore peut-être une ou deux surprises, mais ça, c'est de la musique d'avenir. On l'espère aussi que vous puissiez nous ramener aussi d'autres surprises et aussi de quoi manger, boire. Une chose est sûre, ça se fera le samedi 12 juin au Fil du Goût. Les inscriptions sont ouvertes. Messieurs, très belle journée à vous. Merci. Merci, pareillement. Après 18 jours, 5 heures, 8 minutes et 3 secondes, c'est important, le duo de navigateurs composé du Suisse du club nautique de Versoix Nils Palmieri et du Français Julien Villon a remporté la 15e Transat en double Concarneau-Saint-Barthélemy. C'était le 31 mai dernier et à bord de son voilier Figaro 3, le duo de Teamwork a même pulvérisé un record lors de cette folle traversée de l'Atlantique. Nils Palmieri nous fait le plaisir d'être avec nous sur NRTV. Salut Nils. Hello, bonjour. Alors comment tu te sens 10 jours après, un peu plus de 10 jours après cette victoire, t'as eu le temps de te reposer, ça va ? Alors j'ai pas eu beaucoup de temps de me reposer après la victoire parce qu'on a été très sollicités, Julien et moi, depuis les Antilles. Puis par contre, effectivement, là depuis quelques jours, je commence à me reposer. Je suis rentré en Suisse il y a seulement 2 jours. Est-ce que tu réalises cette victoire déjà ? Alors oui, je la réalise. Et puis déjà aux Antilles, on s'est dit waouh, avec Julien, on a fait vraiment un très très bon truc parce que c'est une course qui est difficile, il y a un niveau qui est très élevé. Elle fait partie du championnat de France élite de course au large, donc c'est vraiment le panier de crabe, je dirais, pour de la course au large. Donc on est conscient d'avoir réalisé un beau truc. Surtout que vous étiez outsider au début, vous n'aviez jamais fait cette course-là, et puis finalement, vous la remportez devant d'autres cadors, on va dire, de la voile. Quel effet ça fait, ça ? Alors ça fait c'est cool. Franchement, c'est cool parce qu'on savait que tous les deux, on avait quelque chose à jouer. Le duo, il fonctionnait bien dès les entraînements d'hiver. On a remarqué qu'on avait la vitesse, on manœuvrait bien, on se comprenait bien. Le duo, il y avait des très bonnes synergies à bord. Et du coup, on était conscient qu'on partait sur cette transat avec des bons arguments. Et le bateau, il était vraiment prêt. Je pense que c'était un des bateaux, on a travaillé sur plein de détails pour que le bateau soit plus confortable. Et du coup, en parlant avec quelques coureurs en interne, ils n'étaient pas si surpris que ça, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Je me demande ce qui a fait la différence parce que, alors on voit là sur les images de vous, donc de tous les deux à bord. Alors la particularité de cette transat en double, c'est qu'il me semble que vous avez tous le même bateau. Donc du coup, forcément, c'est clairement les navigateurs à bord qui font la différence. Pour vous, pour ton duo, c'est quoi qui a fait la différence ? Alors je dirais la différence, alors déjà, c'est qu'on a réussi à, comme je disais avant, à créer des synergies. Ensuite, Julien, c'est un spécialiste de la météo, c'est un spécialiste des routages. Donc il fait sur certaines transats comme la route du Rhum ou la Jacques Vabre, il fait partie de la cellule de routage pour certains bateaux. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment un spécialiste en météo et en stratégie. Et toi, tu es plus sur la vitesse et la technique. Exactement, je commence à bien connaître ce bateau. J'ai fait des bons résultats en début de saison, donc j'ai montré que techniquement, j'étais à l'aise avec le support. Donc du coup, on avait un peu chacun nos rôles. Mais bien sûr, Julien a participé vraiment aussi à tous les réglages, a donné son avis sur tout. Idem pour moi, lorsqu'il a fallu prendre des grandes décisions stratégiques, on a vraiment pris les décisions de concert, notamment sur cette fameuse option nord, entre guillemets, où c'était une décision longuement réfléchie et tous les deux, on a donné nos arguments pour se faire. Ouais, plutôt aux 2 tiers du parcours, c'est ça. Fallait aller plutôt au nord, plutôt au sud. Et puis là, Julien t'a dit, au pif, là, je le sens au nord, on y va. Et tu t'es dit, ok, on y va. Alors en fait, lui, il a fait tout le travail d'analyse. On a les météos à bord, on a fait des travails sur les routages. On fait aussi des probabilités pour savoir à cette période de l'année où est-ce qu'il y a plus de chances que ça passe. Enfin, il y a tout un travail derrière que Julien fait extrêmement bien. Et quand ensuite il a fallu faire la synthèse, on a réfléchi tous les deux en donnant nos arguments. On y est allé, on n'a pas été les premiers à partir dans cette option, c'est donné vraiment, on a attendu le dernier moment finalement pour dévier notre trajectoire sur plus au nord. Donc effectivement, voilà, la météo et la stratégie sont vraiment des composantes vraiment primordiales pour cette course, cette transat à double. On va voir maintenant des images de ton arrivée qui était très festive, on va le voir. Quel sentiment t'habitait à ce moment-là quand tu es arrivé à Saint-Barthélemy ? C'était extraordinaire, ça restera, je pense, le plus beau moment de ma carrière de navigateur.
navigateurs parce que c'était déjà une première, on la gagne. Ensuite, on s'y attendait pas du tout parce qu'on est parti de Concarneau où c'était un peu cloisonné, on était en quarantaine, tous les navigateurs. Et là, on arrive effectivement aux Antilles et on s'aperçoit que c'est comme si le Covid n'existait pas. Surtout, on arrive un dimanche après-midi, tout le monde avait hâte de voir le premier bateau arriver. Cette île, le seul événement sportif, c'est cette transat en double. On n'y était pas l'année passée à cause de la pandémie et là, ils ont attendu une année. Et là, le fait de débarquer, c'était extraordinaire. En plus, en premier. Et surtout, c'était un peu l'anarchie, il n'y avait pas vraiment de règles, il n'y avait pas de cordon de sécurité, entre guillemets, donc les bateaux étaient super proches, il y avait la musique. C'était donc un moment festif suspendu dans le temps finalement, le Covid n'existait pas à ce moment-là. Ouais, exactement, c'était incroyable. Et en fait, on le voit sur les images à la fin, la ligne d'arrivée était bouchée par tous les bateaux accompagnateurs. Et on a dû aller slalomer dans les bateaux qui étaient au mouillage. Enfin, c'est des images, mais encore aujourd'hui... Ça me met les frissons. Ouais, c'est ça. Un souvenir du coup que tu vas garder à vie, ce genre de choses. C'est sûr, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Quand tu as pris la tête de la course, vous avez pris la tête de la course tous les deux le 28 mai, vous êtes arrivés le 31 mai, quand justement on se dit « Ah, ça y est, on est en tête de course, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On met les bouchées doubles, on stresse comment on se sent à ce moment-là ?» On s'est dit, alors déjà on était très bien partis parce qu'on avait déjà occupé quelques fois la première place lors des premiers jours. Et là, on s'est dit, bon, maintenant, là, on est en tête. Donc, c'est vraiment maintenant que c'est important et on se motive encore pour tout donner, pour faire avancer vraiment le bateau encore plus vite. Enfin, il y avait vraiment la motivation de la victoire, l'adrénaline qui était là. Et on a vraiment, les derniers jours, on a vraiment fonctionné que sur l'adrénaline. Mais avec encore des hauts et des bas parce qu'on est fatigué, parce que... Donc du coup, ça a été éprouvant jusqu'à quelques heures avant l'arrivée parce qu'on s'est pris un dernier grain, vraiment une ligne de grain qui a donc pas des très bons nuages, on va dire, qui nous a coupé le vent. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais là, les gars, ils sont juste 1h30 derrière nous, c'est fini, quoi. Ouais, tout peut changer à ce moment-là. Voilà, exactement, tout peut changer. Et puis finalement, on a bien géré cette transition dans le grain. Puis à un moment donné, on s'est dit, ah, c'est bon. Là, on voyait l'île, on la voyait de nouveau. On s'est dit, ah, c'est bon, cette fois, ça le fait, quoi. Donc, on peut se dire, Julien Villion, Nils Palmieri, duo gagnant. C'est quoi la suite ? Est-ce que ce duo va continuer ? Alors, pour ma part, j'ai d'autres régates qui m'attendent sur le championnat de France élite de course au large. La prochaine, elle est aussi en double, mais elle se fera sans Julien. Et ensuite, les 2 dernières seront en solitaire, donc je serai tout seul. Il y aura notamment la solitaire du Figaro, qui est aussi le gros événement qui a lieu, lui, chaque année. Et Julien, pour sa part, il va être testé par une grosse écurie de course. Je pense qu'il a montré qu'il faisait partie des meilleurs stratèges de course au large. Donc je pense qu'il y a plein de portes qui lui sont ouvertes. Mais on n'a pas prévu de faire d'autres régates ensemble. D'accord. Mais je pense qu'on sera peut-être attendu au tournant sur d'autres courses. Ouais. Effectivement, maintenant, après cette première place. Et puis pour toi, Nils, tes ambitions à toi, est-ce que le Vendée Globe, c'est quelque chose que tu vises ? Alors moi, c'est un rêve, comme beaucoup de marins, comme pratiquement tous les marins qui courent sur le circuit Figaro. Par contre, si un jour j'ai la chance d'y aller, j'espère pouvoir monter un projet qui est compétitif. Donc je continuerai à faire du Figaro aussi longtemps que nécessaire pour être sûr que le jour où je me lance dans un projet comme ça, j'ai vraiment mon meilleur niveau. Donc après, il y a plein d'autres projets qui me motivent. Un Jules Verne, pourquoi pas, tenter un record du monde, du coup, sur un catamaran ou sur un multicoque géant en équipage, ça me botte aussi. Il y a plein d'autres transats qui sont de magnifiques courses. Donc en double, en équipage ou même du coup en solitaire, quoi. Alors voilà, exactement. En plus, j'ai d'ailleurs cette victoire sur la transat en double, pour moi, ça a été vraiment je dirais la fin enfin pas la fin, mais je suis un spécialiste du double. J'avais déjà fait la Jacques Vabre, la Transat Jacques Vabre, qui est une course en double. Donc pour moi, ça a été vraiment l'accomplissement de toutes ces courses en double. D'accord, très bien. Bon, on va suivre la suite de ton parcours, Nils Palmieri. Donc on rappelle que tu es donc du club nautique de Versoix et puis que tu as remporté avec Julien donc cette Transat en double. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et plein succès pour la suite. Merci beaucoup. Salut.
Le Château de Nion et l'association Film Plan Fixe ont l'honneur de vous présenter le film Gabriel Ethnodaman, une vie d'engagement, les 12 et 13 juin prochains. On en parle avec nos invités. Caroline Bury-Demière, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'accueil au Château de Nion, en compagnie aujourd'hui d'Alexandre Mejensky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général et délégué de production pour l'association Film Plan Fixe. Alors, ce film existe depuis quelques années déjà. Vous l'avez tourné en 2000. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué de ce personnage de Gabriel ? Personnellement, je n'ai pas assisté au tournage de ce film. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a été réalisé en 2000. Et moi, je suis arrivé à l'association en 2008, il y a 13 ans seulement. Et bien sûr que j'ai visionné ce film à plusieurs reprises. Et ce qui m'a marqué dans ce film, c'est cet engagement très fort de quelqu'un qui a un parcours de vie extrêmement riche, qui commence à la manufacture de Nion. Elle décrit de façon absolument passionnante le travail, les conditions difficiles de ce travail, en quoi consistait le travail. Elle parle de la condition de la femme à l'époque, dont elle prend conscience progressivement, et après, comme elle bifurque sur le syndicalisme et sur son activité politique, c'est tout à fait admirable ce qu'elle a réalisé. J'imagine que vous serez d'accord avec ces propos, mais... Alors, on pourrait vous poser la question, pourquoi Gabrielle ? Mais c'est tellement une évidence, puisque c'est un personnage qui a marqué la vie nyonnaise. Mais qu'est-ce qu'elle a laissé ? Quelle trace est-ce qu'elle a laissé à Nyon ? Alors, c'est vrai qu'on avait envie, en cette année un peu particulière, en 2021, de montrer le parcours d'une femme exceptionnelle en lien avec l'histoire du château, en lien avec nos collections et avec le conservateur, M. Libert. C'était une évidence que ça devait être Gabriel Ethnodaman. Ce film, justement, je remercie encore l'association Film Plan Fixe pour la mise à disposition. On a eu envie de le faire découvrir au public, parce qu'effectivement, c'est un film passionnant. C'est plein d'anecdotes sur ce que pouvait être la vie à la manufacture. Il y a toute une partie qui décrit le travail et l'organisation du travail, les conditions, les inégalités faites aux femmes, et plein d'anecdotes passionnantes, dont une, si tu me permets de la mentionner, par rapport au travail et surtout le paiement à la pièce qui se faisait alors pour les décoratrices. Elles étaient payées à la pièce, donc c'était un peu un travail, une course contre la montre pour effectuer le plus de décors en 1 heure. Et parfois, elle disait qu'elle s'endormait même sur l'ouvrage, mais la main continuait à peindre par mécanisme. Donc voilà, c'est des conditions pas faciles. Et comme elle le dit dans le film, les femmes gagnaient 2 fois moins que les hommes. Donc des inégalités qui l'ont révoltée rapidement. Parce que dans le film, c'est vrai qu'il y a plusieurs parties ou plusieurs thèmes qui sont abordés, qui sont en thème justement avec la vie de Gabrielle. Mais j'aimerais commencer par un aspect, c'est tout ce savoir-faire, tout ce métier qu'elle avait autour de l'objet. On a d'ailleurs quelques images. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors on a voulu, à côté du film, exposer aussi quelques pièces qui étaient produites à la manufacture en cette période, dans les années 30, 40, dont les tasses au visage souriant, qui sont assez originales. Et on a la chance d'avoir une collection de 6 à 7 pièces de ces tasses. Donc elles sont présentées au château. Et également, par exemple, un cendrier à la bonne ménagère. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. C'est un objet publicitaire qui a été fait à l'époque. Un petit clin d'œil par rapport à son parcours, parce que c'était une personne qui avait des capacités impressionnante en mathématiques. Elle aurait voulu être comptable et elle avait suivi, en tant que seule femme, les cours de comptabilité. Ouais, justement, n'en dis pas plus parce que c'est l'extrait que j'ai choisi, on le regarde. Et qu'est-ce qui vous a empêché, au fond, de devenir comptable ou d'étudier les maths ou bien de devenir institutrice ? Alors, empêcher d'être... Ça a commencé par institutrice. J'aurais aimé être institutrice. Et puis... ça n'a pas été parce que à cette époque, en 1938, il y avait énormément de chômage et l'école normale de Lausanne n'avait pris qu'une vingtaine d'élèves et il les avait pris dans la région lausannoise. Donc Nyon, il y avait, du reste, je n'étais pas toute seule. Il y avait 2 garçons qui auraient aussi aimé être instituteurs. Un était aussi comptable après.
Et puis la comptabilité? La comptabilité, ça s'est pas fait parce que quelqu'un avait dit à mon père avait énormément de copains parce qu'il était au conseil communal, alors il connaissait toutes sortes de gens. Et entre autres, il en avait un qui travaillait à la recette. Et puis ce monsieur lui avait dit, une femme comptable, ça se fait pas. Voilà, non, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. C'était pas, les filles n'apprenaient pas comptable à l'époque. Alors, vous avez appris le métier de décoratrice sur poterie pour une collégienne matheuse, c'est un peu étrange. Comment ça s'est fait? Mais donc ça a pu faire. Après, au collège, on m'avait bien dit, pourriez être ingénieur, pourriez être architecte, mais vous êtes une fille, ça va pas. On nous vous voyait à ce collège. Ça va pas. Puis, je savais vraiment plus que faire. Et puis un jour, un instituteur est venu chez nous, un instituteur qui faisait des tableaux. Il aimait bien peindre. Et il a dit, je sais qu'il y a 2 places d'apprentis à la poterie de Nyon. Bien, ça a été ça ou rien. Moi, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Alors, j'y ai été. Voilà. Gabrielle, vous avez donc fait un apprentissage de décoratrice de 2 ans et puis vous avez travaillé 12 ans à la manufacture de poterie fine de Nyon. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour? Pas très bien. Pas très bien. Je me souviens juste que les gens étaient assez aimables. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique. Gabrielle Lethenot-Damont, une vie d'engagement à voir les 12 et 13 juin au château de Nyon. Alors un beau témoignage à découvrir en vidéo. Selon vous, Alexandre, pourquoi est-ce qu'on aime ce genre de personnage en interview? Parce qu'elle est très sincère. Et parce qu'elle a envie de raconter son histoire, elle a envie de partager. Vous me disiez d'ailleurs qu'elle avait tellement envie de le partager. Lorsque le film a été présenté à la Maison de la Femme, elle voulait être là. Oui, tout à fait. C'était il y a quelques années, je crois qu'on avait une année très intense au niveau des projections. C'était le 40e anniversaire de notre association qui existe depuis 1977. Et on a décidé de diffuser son film à la Maison de la Femme à Lausanne le 8 mars de cette année-là. Et puis quand je l'ai contactée, elle était très contente que le film retrouve tout d'un coup son public en live. Et puis elle avait très envie de participer, mais elle a dit oui, je viendrai à la projection quelques mois avant le jour J. Et après, quand je l'ai contactée au dernier moment, elle était un peu fatiguée. Elle n'a pas pu venir, elle l'a beaucoup regretté. Mais elle avait très envie de retrouver le public. Ouais, une vie d'engagement et dévouée à Nyon. Caroline, et bien évidemment, cette date du 14 juin qui arrive aussi à grands pas, est-ce que ça a un lien que ce film y soit projeté juste avant? Oui, tout à fait. 2021, c'est 2 ans après la grève féministe de 2019 qui a fait venir quand même dans la rue plus de 500 000 personnes pour les droits des femmes, pour l'égalité. Et cette année, c'est bien sûr les 50 ans du droit des votes des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, les Nyonnaises, elles se reconnaissent encore en la personne de Gabrielle? Certainement que c'est un modèle. Donc, elle a eu un parcours syndical très important et aussi politique. Première femme qui a siégé au Conseil communal de Nyon en 1960 déjà. Ensuite, une des premières députées du Grand Conseil vaudois. Elle a ouvert beaucoup de portes. Elle a été la pionnière dans beaucoup de domaines. Donc, certainement que c'est un exemple et un modèle pour les femmes aujourd'hui. Ouais. En termes culturels, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que c'est vrai qu'on est dans la rubrique culture, donc qu'est-ce qu'on garde du pan culturel? Alors c'est ce patrimoine qui a été préservé, et c'est vrai que comme vous le disiez, elle était très engagée à transmettre son savoir, et notamment au sein de la manufacture, elle a tenu à publier un livre en 2008 sur les souvenirs d'une ouvrière. Le conservateur aussi l'avait soutenu à l'époque pour la publication de cet ouvrage, et c'est très précieux comme témoignage, comme le film, justement sur les détails du travail de la manufacture, les différents métiers, les bâtiments, les sites. C'est vraiment passionnant. Et dans ce qui est de l'histoire ouvrière, il y a peu de sources, il y a peu de souvenirs. Et l'histoire ouvrière nyonnaise était dense autrefois, donc c'est particulièrement précieux. Ouais, et tout ça est à découvrir évidemment en images et au château de Nyon les 12 et 13 juin. Caroline Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Et c'est déjà terminé pour la quotidienne du 10 juin. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve dès demain pour les rétrospectives de la semaine.